temps là. Donc, vidéo très différente aujourd'hui parce que je vais faire un petit pivot par rapport à mes vidéos entrepreneuriales. Bon, il y avait 2 vidéos sur la chaîne, donc c'était pas un énorme pivot, mais bon, on va plutôt axer la chaîne sur la philosophie, les sujets de société, la sociologie, peut-être même un peu de dev perso. Pour cette première vidéo, j'ai choisi de la jouer simple. On va partir d'un texte de Sartre, on va essayer de l'analyser, mais pas que. On va essayer de le tordre un peu, de le décortiquer et de voir comment on peut s'en servir comme support pour développer une pensée. Parce que pour moi, la philo, c'est un peu comme l'art. Ok, c'est cool d'avoir connaissance de la doctrine de l'auteur et de savoir ce qu'il a voulu penser, mais je trouve que c'est beaucoup plus intéressant si on l'utilise comme support pour matière à penser. Et l'art aussi, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que, ok, si vous n'avez pas forcément connaissance de ce qu'a voulu dire précisément l'auteur par rapport à l'œuvre, l'important, ça reste quand même de savoir qu'est-ce que l'œuvre vous a fait ressentir. Ce que j'aime dans cet angle, c'est que ça rend l'art et la philo beaucoup moins élitistes, parce que ça veut dire que vous n'avez pas forcément besoin d'avoir la culture générale pour analyser l'œuvre, et en vrai, je pense que c'est beaucoup plus intéressant comme ça. Il vaut mieux avoir une tête bien faite qu'une tête bien remplie. Comme vous l'aurez compris dans le titre, enfin je pense parce que j'ai toujours pas encore décidé du titre de la vidéo, le sujet du texte, c'est le passé. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas forcément du tout un sujet qui coule de source pour moi. Moi de base, je suis plutôt du genre à être tout le temps dans le turfu. Dans le turfu en mode beaucoup trop anticiper tout ce qui peut se passer. Si mon petit tête, tu connais. Après le truc c'est que j'ai un passé qui est pas forcément ultra ouf non plus. J'ai une histoire. J'ai un background. Donc disons que c'est pas le truc qui me fait le plus kiffer d'essayer de me remémorer absolument toutes les souvenirs du passé. C'était un peu brosson, pour pas se mentir. Brosson. Donc du coup la petite ambiance nostalgique c'est pas forcément un truc que je fais très régulièrement. Du coup sans plus attendre, fin du suspense, fin de cette attente absolument imprenable mes amis, je vais vous lire le texte. Où est-ce que je l'ai foutu ce putain de texte par contre? Parce que si je le retrouve pas ça va être fun. Bordel de merde, je pense qu'on va regarder sur Google parce que je l'ai plus là. Oui. Ah si c'est ça, commentaire composé, tout à fait. Ah là ça va être chiant parce que je voulais l'avoir sous les yeux pour le lire tranquille. Sinon ça va être chiant si je l'ai pas en face, t'as capté ou pas? C'est chaud un peu, t'as capté? Très bien, je l'ai là, on est bon, on peut démarrer. Ça va? Pas trop long? C'est parti. La signification du passé est étroitement dépendante de mon projet présent. Cela ne signifie nullement que je puis faire varier au gré de mes caprices le sens de mes actes antérieurs, mais, bien au contraire, que le projet fondamental que je suis décide absolument de la signification que peut avoir pour moi et pour les autres le passé que j'ai à être. Moi seul en effet peut décider à chaque moment de la portée du passé, non pas en discutant, en délibérant et en appréciant en chaque cas l'importance de tel ou tel événement antérieur, mais en me projetant vers mes buts, je sauve le passé avec moi et je décide par l'action de sa signification. Cette crise mystique de ma 15e année, qui décidera si elle a été pur accident de puberté ou au contraire premier signe d'une conversion future. Moi, selon que je déciderai, à 20 ans, à 30 ans, de me convertir. Le projet de conversion confère d'un seul coup à une crise d'adolescence la valeur d'une prémonition que je n'avais pas prise au sérieux. Qui décidera si le séjour en prison que j'ai fait, après un vol, a été fructueux ou déplorable? Moi, selon que je renonce à voler ou que je m'endurcis. Qui peut décider de la valeur d'enseignement d'un voyage, de la sincérité d'un serment d'amour, de la pureté d'une intention passée, etc. C'est moi, toujours moi, selon les fins par lesquelles je les éclaire. Alors déjà, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, c'est-à-dire l'analyse du texte, j'ai voulu prendre l'avis à un ami, l'appel à un ami avant de démarrer le sujet sur la vidéo et comment dire, il m'a un peu chié dessus. Come on, man. En gros, je crois que les mots étaient quelque chose d'à peu près de... C'est bateau ce qu'il dit, non? Enfin, je sais pas, on dit un truc un peu basique comme l'astrologie, quoi. What did he say? C'est effectivement assez couillu de comparer Sartre à l'astrologie, et comme ici, entre nous, on est entre gens bien, on va essayer d'aller un petit peu plus loin que la surface, n'est-ce pas? Et d'analyser un petit peu le sujet. Ok, let's go. Normalement, réaction un petit peu à chaud sur le texte, dire qu'on va pouvoir changer le passé, c'est un petit peu contre-intuitif. On a tous sorti cette phrase un petit peu bateau à notre pote qui rumine un peu sur sa dernière relation amoureuse, mais tu sais, on peut pas changer le passé de toute façon. It is what it is. Sauf que le texte nous dit le contraire. Enfin, il y a quand même une petite subtilité dans le texte qui détermine un peu le sens. C'est-à-dire que dans les exemples que je vous ai donnés, on est justement constamment dans la tête. C'est-à-dire qu'on est là, en train de ressasser un peu le passé, en train de changer des choses, de les décortiquer dans tous les sens, de les dépioter, d'essayer d'avoir un angle un peu différent sur ce qui s'est passé, sur la relation amicale, amoureuse, avec vos collègues, peu importe, une dispute, ce genre de choses, essayer de comprendre tous les angles, etc. et de refaire un peu ce qui va peu se passer. Tandis que Sartre, dans le texte, nous parle d'action concrète. Et Dieu sait qu'il aime l'action, notre petit Sartre. Ce que dit le texte, c'est que, dans tous les cas, le passé lui-même est une somme d'actions. Il nous dit aussi que ces actions, ces faits, ne sont pas juste une somme
de points, on va dire, isolés les uns des autres, c'est ce qui les relie entre eux qui détermine la signification de ce passé. C'est un petit peu comme si vous étiez en train de tricoter une écharpe à l'infini, et que chaque nouveau point de tricot était une action. Finalement, votre motif peut toujours changer en fonction de ce que vous faites sur le point suivant. Donc le sens de mon passé n'est rien sans les actions au présent. Donc attention, toutes les belles paroles pour essayer de changer un peu le point de vue du passé ne fonctionnent pas avec des belles paroles, mais uniquement dans les actions. C'est un truc que j'aurais pu dire à mon ex, je pense. On ne parle pas d'affabuler sur le passé et de trouver un nouvel angle narratif qui vous arrangerait mieux. Puisque la seule définition de mon passé, finalement de ma vie, en fait au global avec le présent, réside dans l'action, on peut dire que selon Sartre, l'homme est uniquement ses actions et rien d'autre. Et donc, petit aparté de ma part, là en l'occurrence c'est vraiment Sandy qui parle et qui n'essaye pas d'analyser quoi que ce soit, d'ailleurs je me plante quand j'analyse, hein, c'est peut-être possible, hein. Si vous êtes que vos actions, vous n'êtes pas vos pensées intrusives. Extrêmement important. Vous n'êtes pas non plus vos émotions si vous n'agissez pas selon elles. Extrêmement important aussi. Si vous ressentez de la jalousie, par exemple, envers une personne qui vous est chère, mais que vous avez le recul nécessaire pour pas agir selon cette jalousie et rester dans la bienveillance envers cette personne chère, alors tout va bien, ne culpabilisez pas de ressentir la jalousie parce que cette émotion n'est qu'une indication. La vraie différence qui va vous qualifier en tant que personne, c'est justement si vous allez agir en fonction de cette émotion ou pas. Là est toute la différence. Ne culpabilisez jamais de vos émotions, vraiment, c'est extrêmement important. C'est la petite aparté dev perso, on peut la fermer. En revanche, il y a un élément du texte qui me fait un petit peu tiquer. C'est quand il dit, je cite, « Et la modification de la signification du passé », je crois que j'ai mis une phrase là qui est pas dans ce que j'ai cité. Attendez, on reprend l'ordi. Ah yes, super petite pub pour l'agence dans laquelle je travaille. Écoutez, ça mange pas de pain, hein. Si je peux récupérer un peu de CA et avoir ma prime, franchement je prends. Je viens de trouver une petite vidéo sur ce texte. On parle du sens du passé. Bon, la première phrase. Écoutez. Sartre, dans ce texte, on nous parle de quoi? Il parle du sens du passé. Bon, la première phrase. Bon, le passé, c'est pas un livre. Hein. Le passé, c'est des choses réelles, concrètes. Pour Sartre, ce qui est important, c'est pas le passé, c'est le sens du passé. C'est quoi le sens du passé? Ce que j'en tire. Le passé, il n'existe pas. Votre agression, il y a 5 ans, elle n'existe pas. Aujourd'hui, elle n'existe pas. Votre promesse, elle n'existe pas. Votre promesse de fidélité, elle n'existe pas, etc. Le passé n'existe pas. Donc Sartre s'interroge sur qu'est-ce qu'on en fait au présent du passé. La signification présente du passé. Au fond, la présence du passé, c'est son sens. Pour Sartre, ce sens dépend de moi. Il n'est pas écrit dans le passé. C'est pas écrit dans mon agression il y a 5 ans que c'est un traumatisme. Non. Le sens du passé, ce que j'en fais, c'est pas écrit dans le passé. C'est intéressant, parce que là je viens de le trouver complètement au hasard, cet extrait de vidéo d'un professeur de philosophie qui est en train d'analyser ce texte de Sartre. Et en fait, de ce qu'il dit sur... En plus, il utilise quand même des trucs assez forts, il utilise vraiment des traumas, là, il utilise pas juste simplement un truc du passé un peu anecdotique, mais vraiment quand même un acte fort, donc traumatique, il a bien utilisé le mot trauma à un moment donné. Ça, scientifiquement parlant, on sait qu'on a des preuves qui montrent qu'il y a un vrai impact du traumatisme sur le corps humain, sur les branchements qu'il y a dans le cerveau, etc. On sait qu'en neurosciences, l'impact du trauma est effectivement avéré. Et en fait, d'ailleurs, il y a énormément de thérapies psychologiques qui visent justement à rétablir un peu des connexions plus saines. En tout cas, qui peuvent aider les patients à vivre sans hypervigilance au quotidien. D'ailleurs, il y a beaucoup d'ostéos aussi et de kinés qui peuvent savoir les traumas qu'ont eu des personnes. Moi je sais que je suis partie voir un ostéo qui effectivement en fait en quelques manipulations avait très bien compris quel était le type de trauma et à quel moment de l'enfance ça s'était passé. Mais en plus je crois qu'il y a même aussi des travaux sur l'épigénétique et il y a une théorie qui reste encore complètement à confirmer qui expliquerait qu'en fait les traumatismes peuvent potentiellement se transmettre
de génération en génération. Et donc du coup il y a toute une théorie qui dirait que les descendants des victimes de la Shoah, ou en tout cas des proches de personnes qui ont vécu un génocide, ou même les descendants d'esclaves, auraient encore des marqueurs de trauma issus de leurs ancêtres qui auraient vécu ces traumas absolument horribles. Donc le passé n'est pas écrit, ça reste à prouver. Car potentiellement il l'est bien écrit génétiquement. C'est pas du tout prévu dans le texte, mais je tombe là-dessus un peu au hasard, je trouve que c'est important et intéressant de le mentionner, comme quoi on peut très bien être Sartre, mais forcément quand en 2023 on a des connaissances, des nouvelles connaissances, on peut réfuter certains dires, hein, tout simplement, hein, personne n'est messie dans les idées, donc tout peut être débattu. Il nous dit dans le texte, autrui est d'ailleurs impacté par ce changement de signification. Et il explique que ce changement de signification du passé est valable pour les autres. Là encore une fois, j'avais une petite réserve. Ce qu'il faut savoir, c'est que le regard d'autrui, c'est un thème très récurrent chez Sartre. Je pense que vous le savez tous, c'est peut-être la phrase la plus connue de Sartre, qui nous dit l'enfer c'est les autres, donc une phrase issue du livre Huis clos. Et dans le texte Lettre de Léon dont est issu le texte que je viens de vous citer, Sartre nous explique que le regard d'autrui limite notre liberté et nos possibilités, car elle réduit ce que je suis à l'image sous laquelle j'apparais. Du coup ça me paraît un peu bizarre de dire que si autrui se limite à une image que je renvoie et pas à ce que je suis, comment, dans ce cas-là, la signification de mon passé que je change par mes actions peut avoir exactement le même sens pour moi et pour autrui. Sachant, et là on va vraiment parler d'expérience, je pense qu'on l'a tous déjà eu, c'est que parfois quand on fait un travail sur nous-mêmes, qu'on a un petit peu évolué et qu'on est sur une version 3.0, 4.0, que sais-je, de nous-mêmes, c'est que nos proches, eux, ont parfois du mal à suivre cette évolution et ont tendance à se rapprocher de la première version de laquelle on était. Et parfois, ce rapprochement à cette version initiale a tendance à nous freiner dans notre évolution d'ailleurs. Et ça, nos proches le font de plusieurs manières. Premièrement, en nous ressassant l'ancienne version de nous-mêmes. Et évidemment, c'est jamais les points positifs qui sont ressassés. Et le fait de ressasser cette nouvelle version constamment, au quotidien en plus, si vous vivez avec ces proches-là, si vous êtes encore chez vos parents ou quoi que ce soit, ou avec votre compagnon d'ailleurs aussi, c'est que ça nous empêche de nous en libérer. Sachant qu'en plus, que si on a décidé d'entreprendre un travail perso et d'évoluer, c'est bien que nous-mêmes étions conscients des points négatifs de notre ancienne version. Donc concrètement, l'entendre et le ressasser H24, ça fait du bien à personne. Et encore une fois, l'enfer étant les autres, ce conditionnement d'autrui qui nous condamne à cette ancienne version de nous-mêmes peut parfois nous façonner à nouveau. Puisqu'au bout d'un moment, on peut se dire, puisque de toute façon, personne ne semble réceptif à mon changement et qu'on me voit toujours sur l'ancien moi, à quoi bon changer? Deuxièmement, nos proches ont aussi parfois tendance à analyser nos actions présentes sous le prisme de notre ancienne version. C'est ce qu'on appelle un biais cognitif, le biais de confirmation. Si vous avez décidé que votre collègue est un grand con égoïste, peu importe ce qu'il fera, vous arriverez toujours à ramener l'ensemble de ses actions sous le prisme de votre narration, en vous débrouillant pour que ça colle quoi qu'il arrive. Et c'est donc exactement pareil quand on évolue. Parfois, certains de nos proches ont du mal à nous voir évoluer, peut-être parce que ça leur rappelle par là même que eux n'ont pas forcément fait ce travail de cheminement, et continueront à vous traiter comme l'irresponsable, l'égoïste, l'agressive, choisissez ce que vous voulez, que vous étiez avant. C'est-à-dire qu'ils ont créé une narration pour vous, à un moment donné, peu importe comment vous déciderez de réévoluer par la suite, ils ramèneront toujours aux futures actions à cette narration du début. Donc, personnellement, je ne suis pas entièrement d'accord avec le fait que simplement parce qu'on aura changé nos actions, on va réussir à faire changer la narration dans la tête des autres. Parce que de toute façon, on ne peut pas maîtriser ce qui se passe dans la tête des autres. Et en fait, vous savez quoi? Et c'est pas grave. Parce qu'on en a un petit peu rien à foutre. Rien à foutre. Ah ouais. L'important c'est que vous sachiez tout le chemin parcouru et tous les efforts fournis pour réussir à changer votre narration à vous. C'est uniquement celle qui compte. Alors il y a aussi un élément intéressant dans ce texte, c'est que il y a vraiment une centralisation autour du concept du moi. D'ailleurs, vers la fin du texte, il y a vraiment une grosse répétition, et quand on est un écrivain, on fait pas des répètes au hasard, ça veut toujours signifier quelque chose. Quand il dit « c'est moi, toujours moi, selon les fins par lesquelles je les éclaire ». Ce qu'il faut se dire aussi dans la doctrine de Sartre, c'est qu'il nous a expressément dit que l'homme est condamné à être libre. Ce texte-là découle complètement de cette doctrine, et Sartre nous explique que l'homme est tellement libre qu'il peut même réussir à changer le passé. Sur ce point-là, on va aussi pouvoir nuancer un petit peu le bail en avançant quelques contre-arguments sur cette supposée liberté absolue et implacable. Bien que je trouve cette doctrine très inspirante, parce que c'est toujours cool de se dire qu'on est condamné à être libre et qu'on peut faire ce qu'on veut,
il y a quand même pas mal de personnes, notamment un contemporain de notre cher Sartre, qui a bien nuancé la place du libre arbitre dans notre société actuelle. Si comme moi vous avez une faille de gauche où on vous grillé des merguez sur le parvis, vous devez forcément connaître le bonhomme. C'est Bourdieu. Sartre venant d'un milieu assez privilégié, il est fort probable qu'il n'ait jamais eu connaissance du privilège de classe. C'est-à-dire qu'on pourrait également nuancer cette idée selon laquelle on est absolument libre de rechanger son passé quand tout un système de société nous condamne à garder une place sociologique au sein de celle-ci. Et donc là, encore une fois, l'homme est condamné à être libre et il peut, par ses actes, changer les significations de son passé. Ok, avec quand même beaucoup de mesures, parce qu'en fait, que vous venez d'une classe sociale privilégiée ou non, vous n'aurez pas du tout les mêmes mesures, les mêmes possibilités d'action, et donc du coup, la même possibilité de pouvoir changer de manière absolue la signification de ce passé. On va pas reparler de sociologie de Bourdieu, c'était pas le sujet, mais cette aparté était quand même très intéressante pour malmener un petit peu le texte qui, selon moi, finalement est assez facile. Peut-être bien qu'Alex avait raison en réalité. Bon, après de là comparer à l'astrologie, je pense que c'était quand même un petit peu fort, n'est-ce pas? En revanche, je trouve quand même que le texte est libérateur. Parce que si je peux utiliser mon libre arbitre pour choisir continuellement mes actions et changer la portée du passé, il y a une sorte de reprise de contrôle de ma vie qui s'opère. Parce que là, en l'occurrence, dans les exemples de Sartre, il a utilisé quand même beaucoup d'exemples qui consistaient en des actions volontaires. Le serment d'amour, un vol et sa conséquence, le séjour en prison, etc. Mais il y a quand même toute une partie du passé qu'on subit en tant que personne. Je pense qu'on aurait fait pas mal à avoir vécu des événements assez durs dans notre enfance, ou même pas que dans l'enfance d'ailleurs en tout cas, et de me dire que la portée de ces événements n'est pas quelque chose de fatal me rassure énormément. Franchement, quand on en a chié pendant 20 plombs mais qu'on a eu l'impression qu'on s'est mangé juste une pluie de merde sans pouvoir y faire quoi que ce soit et de subir des choses extérieures, pouvoir reprendre un petit peu de contrôle, ouais, franchement, ça fait vraiment du bien, c'est très libérateur. D'ailleurs, il y a une phrase que j'aime bien dire, pour moi et pour les autres, qui est « Je ne suis pas responsable de mes traumas, mais je me suis d'en guérir. C'est dur, mais c'est comme ça. » That's what she said. Phrase qui me permet d'ailleurs de rebondir sur une autre phrase qu'on entend quand même assez régulièrement quand, par exemple, on est en train un peu de se confier à quelqu'un et qu'on explique effectivement tout ce qui nous est arrivé dans la vie, etc. et qu'on a cette phrase clé, un peu magique, qu'on nous sort à chaque fois. Ça a dû être difficile, hein, mais tout ce qui t'est arrivé t'a rendu plus fort. Alors non, ça m'a rendu misérable, déjà dans un premier temps. Et en plus, ce que j'aime pas dans cette phrase, c'est justement qu'il y a une sorte de passivité au fait d'être rendu plus fort, plus résilient. Et c'est justement ce que nous dit aussi un petit peu Sartre, finalement. C'est là où je le rejoins, c'est que c'est pas les choses qui me sont arrivées qui m'ont rendu plus forte. C'est la manière dont moi j'ai réussi à mettre en place des actions pour y faire face et pour aller de l'avant. C'est la manière dont j'ai réagi face à cette pluie de merde qui m'a rendu plus fort. Et ce que j'ai mis dans cette phrase, et ce que j'ai mis justement dans le texte de Sartre, c'est qu'il y a une responsabilité qui est prise, il y a vraiment un empouvoirment, pour le coup, sur nos émotions, sur nos réactions en fait. J'ai même envie de dire que ça génère une certaine fierté en fait. Je pense que tous ceux qui me regardent, qui ont vécu des trucs de merde, si vous êtes encore là avec moi, c'est que vous pouvez être fiers de vous. Parce que je pense, grand Dieu sait, que quand on a vécu des traumas, on a beaucoup de pensées inclusives qui nous poussent concrètement à la pire issue possible. Et par le simple fait de renoncer à cette issue qui pourrait mettre fin à tous nos problèmes, hein, j'ai envie de vous dire, et ben ça prouve quand même qu'on fait le choix de la résilience. Et donc pour ça, ben vous pouvez être fiers de vous. Et donc la conclusion, c'est que en se disant qu'on peut toujours réinventer notre passé grâce à nos actions, on peut passer du subi au choisi, et donc se réinventer une nouvelle vie. Moralité, kiffez votre vie, faites des erreurs, puisque de toute façon, vous pourrez toujours décider de réinventer en quoi cette erreur a eu un rôle dans votre vie. Profitez de tout ce que cette responsabilité peut vous offrir comme une nouvelle vie. En revanche, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, ou en l'occurrence, de grandes responsabilités impliquent... Qu'est-ce que ça implique? Si du coup vous êtes absolument responsable et condamné à être libre, ça veut dire aussi qu'on ne peut pas non plus se décharger constamment sur les conditions extérieures. Ça c'est un peu le problème, et c'est bien pour ça qu'il a dit je suis condamné à être libre, parce qu'en effet, cette liberté
peut parfois donner la nausée. Tu l'as ou pas? T'as capté ou pas? La nausée. Sartre. Voici donc la fin de cette vidéo sur mon nouveau format. Je pense que j'ai un petit peu digressé par moment. Est-ce que vraiment j'ai réellement pris assez le texte comme fil conducteur? Pas forcément, mais c'était un peu aussi la volonté, c'est ce que je vous ai dit au début de la vidéo. C'est plus prendre le texte comme support pour développer sa propre pensée. En tout cas, moi, c'est ce que je trouve beaucoup plus intéressant. J'ai dit des idées que j'ai construites au fur et à mesure de mon expérience personnelle. C'est ni faux ni vrai. C'est mon expérience personnelle. Vous en avez probablement une autre. Peut-être que j'ai pu vous donner des mots qui vous ont aidé pour votre vie à l'heure actuelle ou votre vie en général, je ne sais pas. En tout cas, je pense qu'il y a des petites idées que j'ai amenées dans cette vidéo-là qui sont assez intéressantes pour les développer, en faire des vidéos à part entière. Sur les traumas, notamment, sur la résilience, le regard d'autrui, etc. Dites-moi lequel vous voudriez avoir en premier. J'ai beaucoup de choses à dire, des choses un petit peu intimes même peut-être. Oh là! Oh bah alors! Oh mais oui, moi je suis sûre! On a une petite visite du chat. Yes! Oh il est lourd! Ça c'est les aléas du non direct aussi. Hein. Tu penses quoi de Sartre toi, Soki? Toi tu penses pas, tu veux juste de la pâtée et des caresses. Je pense que t'es en train de me voler la vedette là en fait. Regardez-moi ça! Oh c'est clairement la plus belle de nous deux! Et écoutez, ma foi, j'ai envie de vous dire, à la revoyure, comme on dirait dans ma mif, à bientôt.